così denominato in omaggio al grande Fausto Coppi. Dopo il passo della Mauria e prima della salita che porta alla cima Coppi, José Manuel Fuentes sferra il suo attacco decisivo. Qui, su questa interminabile, disumana erta delle tre cime, gioca la sua ultima carta con la speranza di rimediare all'errore commesso durante la tappa di Sanremo. Egli tenta di riguadagnare il tempo perduto. Egli tenta di vincere il Giro. Qui il corridore spagnolo gioca il tutto per tutto. Manuel Fuentes ha già compiuto 3 tentativi. Sul Monte Generoso ha riguadagnato più di 2 minuti. Sul Colle di San Fermo ha strappato ai suoi avversari soltanto 30 secondi. Alla sella di Valsugana non ha conquistato neanche 1 metro di terreno. In totale, Manuel Fuentes ha riguadagnato più di 2 minuti e mezzo. Il suo svantaggio ora è ridotto a soli 5 minuti e 9 secondi. L'interrogativo che ci si pone è questo. Riuscirà lo spagnolo ad eliminare questa distanza in un colpo solo? Ad annullare il suo svantaggio? A rendere possibile l'impossibile? Scattando, Fuentes semina i suoi inseguitori e parte deciso all'attacco dell'ultima difficile scalata. Nelle tappe di montagna, soprattutto quando cerco di cavare da me stesso il massimo, spesso sono assalito da una gran paura di crampi muscolari. Infatti mi ricorderò sempre quello che mi è successo sul Monte Carpegna un paio d'anni or sono. Avevo su Merckx un vantaggio di oltre 9 minuti. Malgrado questo sferrai l'attacco e ci rimisi tutto il mio vantaggio. Allora i giornalisti si affrettarono a scrivere su di me tante cose brutte, ma la verità è che io fui assalito da un crampo muscolare. I crampi muscolari sono delle ferite che non si vedono, se ne accorge soltanto chi li ha. Sono dolori spaventosi, talmente spaventosi che uno non se la sente più di continuare. E invece, malgrado tutto, bisogna andare avanti. Una sera, mentre stavo per addormentarmi, pensai quanto sarebbe stato bello se un giornalista fosse stato preso dai crampi alle dita mentre stava scrivendo la sua critica e che non gli fosse stato possibile di smettere di scrivere e fosse stato costretto a battere sui tasti della sua macchina da scrivere con le mani doloranti, contorte dai crampi, senza fermarsi mai. Esattamente come accade spesso a noi, che siamo costretti a continuare a correre sempre sulla nostra bicicletta. Credo che certi critici allora ci giudicherebbero molto diversamente vedendoci alle prese con le difficoltà delle montagne. Attenzione! Il numero 91, Manuel Fuentes, arriva per primo al lago di Misurina e si accinge ora ad iniziare la decisiva scalata delle tre cime di Lavaredo. Con 40 secondi di distacco segue il primo gruppetto di inseguitori, che è capeggiato da Schembecker. Eddy Merckx è ancora in seconda posizione. Attenzione, qui Rai 1. Il numero 91, Fuentes, sta aumentando la sua andatura. Il gruppetto che sta inseguendo Fuentes ha sullo spagnolo un ritardo di 45 secondi. Conduce il gruppo degli inseguitori Eddy Merckx, seguito dal numero 11 Felice Gimondi e dal numero 131 Baronchelli. Dietro, con 20 secondi di ritardo su questo gruppetto, c'è Conti della squadra della Zonca, seguito da Francesco Moser della Filotex.
Ancora più distaccato vediamo López Carril della squadra della CAS. Parlando di sé, Eddie Merckx dice che se vince è semplicemente perché egli è dotato di maggior doti di sopportazione. A mio parere però questo non è l'unico motivo. Che Merckx abbia doti di carattere eccezionali è indubbio. Se così non fosse non sarebbe quel grande campione che è. Certamente però possiede anche quel talento innato che noi non abbiamo. Con questo voglio dire che Merckx è un atleta che avrebbe potuto diventare un maestro anche in qualsiasi altra disciplina sportiva. Questo perché ben pochi altri sportivi posseggono la sua potenza atletica. Molti corridori che non posseggono l'energia di Eddie Merckx, quando si trovano a dover affrontare la montagna, si chiedono spesso se non farebbero meglio a smetterla con queste corse massacranti. Anche io, mentre corro, questa domanda me la rivolgo sempre. Tuttavia, dopo una sconfitta, quando ho deluso me stesso e i miei sostenitori, mi capita di chiedermi se e quando dovrei smetterla. Essere specialista della montagna vuol dire avere fatto la scelta di una specialità piuttosto crudele. Ma questo non significa affatto che io preferisca fare qualcosa d'altro. Io sono convinto che la rettitudine o l'onestà, o diciamo il fatto di essere migliori come esseri umani, siano tutte cose che non si possono raggiungere se non con molta fatica, superando molti ostacoli. Inoltre, quando si conoscono le grandi difficoltà, riesce molto più facile risolvere tutti gli altri problemi che si presentano durante la vita. E una volta superate queste difficoltà, si prova certamente una sensazione diversa, forse persino piacevole, rispetto a quella che si sarebbe provata se tutto fosse andato liscio. Vi assicuro che arrampicarsi più velocemente degli altri, fare l'andatura davanti a tutti gli altri, spesso costa sofferenze terribili. Nel corso di una tappa di montagna, un corridore consuma in media ben 6.000 calorie e 6 litri di ossigeno al minuto. La condizione fisica indispensabile per affrontare questa enorme fatica, il corridore se la procura facendo 5 o 6.000 chilometri di allenamento e con una lunga serie di corse definite corse di preparazione. Alcuni giorni egli è costretto ad affrontare dislivelli di altitudine che superano i 2.000 metri, subendo degli sbalzi di temperatura che vanno dai 20 ai 25 gradi. E su alcuni tratti di strada si registrano salite con pendenze superiori al 20%. Tra gli atleti delle varie specialità sportive, i professionisti delle corse in bicicletta sono quelli che hanno il cuore più ingrossato e in genere il polso bassissimo. Nel corso di una scalata, i battiti del polso di un corridore aumentano fino ad arrivare ai 180 e anche 200 al minuto. Malgrado che tutti i corridori, prima di affrontare una grande corsa a tappe, siano intensamente allenati, durante un Giro d'Italia essi perdono in media dai 5 ai 7 kg di peso. Qui Rai 1, attenzione! Giunto al chilometro 158, Manuel Fuente sta aumentando ulteriormente la sua andatura. Adesso egli ha 1 minuto di vantaggio sui suoi più immediati inseguitori. La salita in questo momento registra una pendenza del 17%. La temperatura è scesa a 2 gradi sotto zero. Per giungere al traguardo bisogna ancora percorrere circa 5 chilometri.
Attenzione, qui Rai 1. Con grande sorpresa di tutti gli esperti, ora in seconda posizione si trova Baron Kelly, un ventenne della squadra della Chic. Baron Kelly è riuscito a staccarsi da Merckx ed ora tutto solo ha intrapreso l'inseguimento di Manuel Fuente. Eddy Merckx lo segue con un distacco che viene calcolato in 12 secondi. A sua volta Merckx è seguito, e molto da vicino, dal numero 95, il corridore Lopez Carril, e da Battaglin. Un po' distanziato, più indietro, ecco che appare il numero 11, Felice Gimondi. Attenzione, qui Rai 1. Il numero 91, Manuel Fuente, aumenta ulteriormente la sua velocità. Ora ha un vantaggio che si calcola in 1 minuto e 10 secondi su Baron Kelly e di 1 minuto e 30 secondi su Eddy Merckx. Per giungere al traguardo mancano ancora circa 3 chilometri. Fino a questo momento sono ben 5 ore e mezzo che i corridori sono in gara. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ces montagnes, ces Alpes ont encore aujourd'hui provoqué des défaillances sur la route du Tour de France. Et des défaillances d'importance puisque Bernard Thévenet a abandonné, puisque Raymond Poulidor est à l'arrière, lâché par Eddy Merckx. Mais reprenons, si vous le voulez, avant de rentrer en contact avec Richard Diot, qui est sur la moto dans les derniers 3 km du sommet de ce galibier. Grand moment, il faut le dire, de cette étape, après la journée de repos d'hier, une étape longue de 199 km et une étape marquée par l'ascension de petits cols avant l'arrivée à proprement parler sur les pentes du Télégraphe et du Galibier. Ainsi, nous avions d'abord le col de Marocaz que vous voyez au début, qui n'a provoqué aucune modification et aucun chambardement, puisque c'est Eric Clément. Mais oui, ne souriez pas, le grand sprinter flamand a réussi à monter ses 85 kilos au sommet et en tête. C'est vous dire que l'allure n'était pas très rapide et que Merckx n'avait pas encore décidé à prendre les choses
en main. Ensuite, donc, Clément passait au sommet du premier col que vous voyez devant Perurena, Oliva et Merckx. Les hommes derrière Léman se battant quant à eux pour ce fameux trophée des grimpeurs très convoité, surtout par les Espagnols, chaque fois qu'ils viennent dans le Tour de France. Et ensuite, c'était le premier point chaud au 50e kilomètre remporté par Oban. C'est important devant Merckx, 4 secondes, et troisième Léman à 2 secondes. Et comme on surveille constamment les temps entre Merckx et Poulidor au classement général, on s'est aperçu que Merckx avait pris encore 4 secondes à Poulidor, actuellement deuxième au classement général, au cours de ce point chaud. Ensuite, c'était le col, le deuxième col de la journée, le col du Grand Cucheron, et c'est Perurena qui passait en tête devant Abilera, Oliva, Menendez, Poulidor, Bruyère et Léman. Les lâchés étaient Thévenet et Sercu. Il n'y avait pas encore eu de grande bataille de déclencher dans l'ascension de ce col du Grand Cucheron, situé à peu près, et même très précisément, au 86e kilomètre. Et puis nous étions dans la vallée des Huiles. Et dans la vallée des Huiles, on a eu l'impression que les grands du peloton, les Huiles comme on les appelle, allaient peut-être se manifester. Eh bien non, toujours rien. Le massif de Beldon voyait passer un peloton compact où il n'y avait pas encore eu de démarrage. Cependant que Lopez Carril, que nous apercevons ici sur les pentes du Galibier, est en tête, puisque au dernier pointage, à 3 km du sommet, Lopez Carril est en tête avec 8 secondes d'avance sur Merckx, accompagné de Aja et de Galdos. Arrive à 50 secondes Pinjon, senti à 1 minute, à un peu plus de 1 minute 10, Van Stringel et Panizza, et à 1 minute 30, Raymond Poulidor. Comment Raymond Poulidor a-t-il été lâché dès le début du Galibier, alors que dans le télégraphe, ça s'était bien passé? Voilà d'ailleurs l'ordre des passages au télégraphe. Van Stringel sprintait au sommet, c'était au 150e kilomètre devant Aja. Merckx était là, Lopez Carril, Poulidor, Panizza et Alain Santi. Cependant qu'avait été lâché dans l'ascension de ce premier grand col de la journée, le télégraphe étant un deuxième catégorie, avait été lâché respectivement de Schoenmaker, puis Oliva, puis Delille, puis Oliviera, puis Régis Sauvion, puis Guillaume, puis Van Impe et enfin José Catio, alors que Pinjon et Labourdette réussissaient à devenir. Après le télégraphe, c'était la descente sur Valloire, et après Valloire, l'ascension du Galibier. Et dès les premières pentes du Galibier, c'était le drame, un drame que Richard Diou a d'ailleurs vécu. Je pense qu'il m'entend, Richard, et qu'il va pouvoir nous parler de Raymond Poulidor, alors qu'aux dernières nouvelles, je le répète, Lopez Carril est en tête avec 8 secondes d'avance sur Merckx, accompagné de 2 Espagnols, Aja et Galdos. À 50 secondes à peu près, Roger Pinjon, un peu plus loin, Santi, puis Agostinho, puis Van Stringel et Panizza, et à 1 minute 30 au dernier pointage, Raymond Poulidor qui d'ores et déjà n'est plus deuxième au classement général. À vous, Richard, si vous m'entendez. Eh bien oui, Jean-Michel, je suis en compagnie de l'homme de tête, vous l'avez vu depuis le début de ce reportage, en compagnie de l'Espagnol Lopez Carril qui regarde à droite pour voir où se trouve Merckx, qui est accompagné lui-même de 2 Espagnols, Ara et Galdos. Lopez Carril qui a revêtu pour la circonstance son maillot de champion d'Espagne. C'est la première fois depuis le départ à Brest. La première fois depuis 11 jours que Lopez Carril s'est décidé enfin à porter son maillot de champion d'Espagne qu'il avait acquis 8 jours avant le départ de ce Tour de France. Il était peut-être persuadé de faire une grande performance aujourd'hui dans le Galibier. Eh bien maintenant c'est chose faite. Certes, Lopez Carril a lâché Merckx, mais il ne possédera pas une avance suffisante au sommet de ce Galibier qui culmine à 2556. Eh bien oui, Jean-Michel, je suis en compagnie de l'homme de tête, vous l'avez vu depuis le début de ce reportage, en compagnie de l'Espagnol Lopez Carril qui regarde à droite pour voir où se trouve Merckx, qui est accompagné lui-même de 2 Espagnols, Ara et Galdos. Lopez Carril qui a revêtu pour la circonstance son maillot de champion d'Espagne. C'est la première fois depuis le départ à Brest. La première fois depuis 11 jours que Lopez Carril s'est décidé enfin à porter son maillot de champion d'Espagne qu'il avait acquis 8 jours avant le départ de ce Tour de France. Il était peut-être persuadé de faire une grande performance aujourd'hui dans le Galibier. Eh bien maintenant c'est chose faite. Certes, Lopez Carril a lâché Merckx, mais il ne possédera pas une avance suffisante au sommet de ce Galibier qui culmine à 2556. Il ne comptera pas une avance suffisante pour éviter le retour de Merckx qui est là-bas à 150 mètres et qui est toujours accompagné des 2 compatriotes de Lopez Carril, Ara et Galdos. C'est Merckx qui mène le plus souvent. De temps en temps, Lopez Carril se retourne pour voir où sont ses 3 poursuivants.
Lopez-Carril toujours au commandement, l'écart reste le même. Quant à Poulidor, eh bien Jean-Michel vous l'a dit, il a subi aujourd'hui une défaillance qui contraint dans sa carrière déjà très longue, mais on ne peut pas en vouloir à Poulidor, car à 38 ans passés, eh bien on ne récupère pas aussi facilement qu'à 28, c'est-à-dire à l'âge de Merckx et de la plupart de ses adversaires. Nous avons laissé partir Lopez-Carril pour suivre pendant les 2 derniers kilomètres le maillot jaune et les 2 Espagnols qui accompagnent Eddy Merckx. Je vous rappelle les noms, vous les connaissez maintenant un peu mieux. Il s'agit de Hara, qui est pratiquement le meilleur grimpeur de ce Tour de France. Il est accompagné de Galdos. Voici les 3 hommes. C'est Merckx qui mène le plus souvent dans sa pédalée caractéristique, tout en force. Ce n'est pas un grimpeur ailé, comme on dit en termes cyclistes, Eddy Merckx, mais il peut malgré tout faire des écarts. Et là, seul pour l'instant, Lopez-Carril est parvenu aujourd'hui à lâcher Eddy Merckx. Merckx, le dossard numéro 1, 32 Hara et 33 Galdos. Richard, peut-être nous allons tenter quelque chose. Je pense que l'ensemble des téléspectateurs sportifs seront d'accord avec nous. Nous allons aller voir Poulidor, car l'événement de la journée, c'est bien cette défaillance de Poulidor à moins de 1 km et descendre derrière Poulidor en espérant revoir devant et sans l'oublier Lopez-Carril, Merckx, Galdos et Aja. Jean-Michel, je ne partage pas tout à fait votre avis, car si nous laissons partir Lopez-Carril, Merckx, Hara et Galdos, nous ne reviendrons plus jamais sur les hommes de tête, car vous savez que Merckx descend fort bien, c'est pratiquement le meilleur descendeur de Tour de France, et je crois que nous prendrions des risques insensés, car Poulidor est assez loin maintenant, vous savez, il est à plus d'1 minute de Merckx maintenant. Oui, d'accord. Écoutez, restez avec Merckx, nous allons voir une descente sûrement fantastique, car le galibier est extrêmement rapide en descente, avec quelques passages au mauvais revêtement, mais Daniel Potra est à mes côtés et nous donne les derniers pointages à moins de 800 mètres du sommet. Lopez-Carril, le champion d'Espagne, est en tête avec 22 secondes d'avance sur Merckx, Galdos et Aja ou Hara comme vous voudrez. Pinjon est ensuite un peu plus loin, une trentaine de secondes. Il précède lui-même Alain Santi et derrière on trouve encore Agostinho et Van Springel et Raymond Poulidor est actuellement à 2 minutes environ, c'est-à-dire à plus d'1 minute et demie d'Eddy Merckx. À vous, Richard. Nous sommes toujours en compagnie de Merckx, vous pouvez le constater, de Merckx accompagné de ces 2 Espagnols, Galdos et Hara. Le 32, c'est Hara, celui que l'on considère comme le successeur des anciens grimpeurs espagnols, des Ocaña, des Fuente aussi. Et comme tous les Espagnols qui se respectent, eh bien Hara monte très très bien les grands cols. Aujourd'hui, il le prouve une nouvelle fois. Certes, il a laissé partir devant lui Lopez-Carril, mais à 3 contre 1, Eddy Merckx est toujours là. Il ne subit pas, au contraire, c'est même lui qui fait pratiquement la course. Il a laissé partir Lopez-Carril, mais il ne s'est pas laissé piquer au jeu. Il n'a pas essayé de suivre Lopez-Carril, au contraire, il a continué à monter à sa main. Mais on peut dire dès maintenant que Merckx aura fait aujourd'hui une très grande étape. Merckx qui est maintenant dans les derniers hectomètres de ce col du Galibier, le plus haut col du Tour de France, puisque nous allons passer à 2556 mètres. C'est l'un des grands cols de ce Tour de France avec le Ventoux demain et aussi avec le Tourmalet dans quelques jours dans les Pyrénées. Nous allons évidemment interrompre pendant quelques instants, Jean-Michel, cette émission car nous allons passer dans la galerie du Galibier. C'est Merckx qui passe en deuxième position devant Hara, Serge Chevalier. Nous allons dans quelques secondes, Jean-Michel, vous laisser le micro pour vous décrire le sprint et l'arrivée de Lopez-Carril surtout. Oui, Lopez-Carril qui est juste devant. Daniel, une dernière information. Pinjon et Santi sont en train de revenir sur le groupe Eddy Merckx qui à son tour est rentré sur le circuit. Et nous allons maintenant suivre tout d'abord et prendre les temps l'arrivée de Lopez-Carril qui confirme ainsi tout le bien qu'on pensait de ses talents de descendeur, prouvé déjà, je vous le répète, dans le col de la Salève. Et Lopez-Carril qui était jusqu'à l'an dernier le lieutenant fidèle de Fuente, autre grand descendeur quand il le veut, quand il est motivé. Lopez-Carril a fait une très très belle descente encore puisqu'il a grignoté quelques secondes à Eddy Merckx. Eddy Merckx n'a pas pris de risque, il a le maillot jaune sur les épaules. Il n'était pas, lui par contre, très intéressé par une descente à tombeau ouvert et il est descendu à sa main, façon de parler, puisque tout cela se passe à près de 70 km/h.
Et l'écart qu'il y avait entre Lopez Carril et Eddy Merckx explique le fait que nous n'ayons pu vous montrer Lopez Carril devant grâce à nos vues d'hélicoptère, parce que en 1 minute en descente, ça représente pratiquement 1 kilomètre. Il est évident que l'hélicoptère ne peut pas voler trop haut de façon à assurer également le relais des images. Donc par conséquent, on écarte tout le monde sur la ligne d'arrivée. Vous voyez les derniers kilomètres de cette étape de 200 km avec Lopez Carril que nous avions quitté au sommet du Galibier et qui va lever les bras comme se doit un vainqueur. Top pour Lopez Carril qui donc remporte cette grande étape de montagne puisqu'il a quand même devancé, faut le faire, un autre grimpeur, quoi qu'il en dise, Eddy Merckx, qui a aujourd'hui limité les dégâts. Rappelons que Lopez Carril n'est pas très loin au classement général, et en ce qui concerne ce classement général, nous en parlerons d'ailleurs dans un instant. En ce qui concerne le sprint pour la 2e place, à mon avis, pas de problème, c'est Merckx qui va l'emporter devant Aja et Galdos, car Galdos, faisant la course d'équipe, va peut-être protéger le sprint de Aja. Il n'y a pas de modification aux arrivées dans les étapes de col, et c'est assez normal, puisque les cols sont là pour faire la différence. Au classement général, je vous rappelle que Lopez Carril était 6e à 3 minutes 24. C'est dire qu'il a repris pour l'instant 40 secondes à Eddy Merckx, le chronomètre tourne, et il va se retrouver en gagnant quelques places aux environs de la 4e ou 5e place. Et il est intéressant de constater aussi que derrière, Pinjon et Santi ont fait une excellente descente et qu'ils vont limiter les dégâts sur Merckx. Écart, Merckx 2e donc cette étape, oui, Merckx top à 53 secondes, Merckx devant Galdos, 3e, Aja. Prenez donc Lopez Carril, champion d'Espagne, c'est assez normal, la montagne était là aujourd'hui, les Espagnols en parlaient. 2e, Merckx à 53 secondes en montre de mètre. 3e, Galdos. Et 4e, Aja ou Aja, c'est bien cela. Puisque Aja est le leader, juste derrière Perurena, le leader des Espagnols au Trophée de la Montagne, après les classements que nous avons eus dans l'école de 4e catégorie, ce classement du Trophée de la Montagne qui va être chamboulé aujourd'hui, Perurena n'étant pas là, et Aguilera non plus. Aja se retrouve en tête au classement général des meilleurs grimpeurs, et c'est tant mieux. Quant à Lopez Carril, il aura marqué des points. et qui pourrait regagner une place s'il arrive avec 1 minute d'avance sur Zoetemelk, eh bien il se retrouvera ce soir 3e du classement général. C'est pas du tout impossible puisqu'il a pendant 2 minutes d'avance et Merckx vient sur sa machine. Bernard gardera sa 5e place. Moser va perdre la 6e place en revanche. Le plus fort en général sera ce soir Lopez Carril qui remporte l'étape devant Lucien Van Impe qui va terminer 2e avec top Bernard
10 secondes de retard. Et nous retrouvons derrière le groupe Melk, Edimer en 5e position, ciel, Bernard Thévenet, Maïs qui vient de faire l'effort pour les montagnes. Il s'est retourné pour voir si l'autre garçon Lucien est à leur tour. Et nous allons avoir une autre information notée de Tour d'Italie. C'est Polanski qui va revenir maintenant. Il est plus qu'à 80 mètres de compte des 5. Il est suivi par Félix Chimondi et par l'autre maillot rouge qui devrait être Pedro Torres. Ils sont un peu plus loin. Je pense que Polanski pourrait revenir. L'arrivée de Lopez Carril, Lopez Carril, Vicente Lopez Carril est en train de terminer, il n'a plus que 200 mètres à parcourir. Ici, il y a Avoria, Suidi, Morphine, Lopez Carril d'avance. Est en train de boucler les 100 derniers mètres de la course. C'est une courte ligne droite. D'ailleurs, nous devons déboucher seulement la 6e place en revanche de la ligne à peu près. Il sera de peine, mais il a gagné cette année à Morphine, comme il avait gagné l'année dernière. À Serre-Chevalier, il réussit Bernard Thévenet à se placer, à se profiler et échapper intelligemment. Et il avait triomphé devant Edimer qui dernière à Morphine de faire l'effort Chevalier. Aujourd'hui, il gagne à Morphine Avoria. Reviennent à la nous avons suivi sa dernière information et nous retrouvons maintenant le quintet qui est lancé à la poursuite de Lucien Van puisque Lucien Van se trouve derrière Lopez Carril qui ne va pas tarder à arriver maintenant. Il y a 20 secondes l'arrivée de Lopez Carril et on voit le travail étonnant de Lopez Carril. Vicente Lopez Carril est en train de terminer, il n'a plus que 200 mètres à parcourir ici à Avoria, au-dessus de Morphine. Lopez Carril est en train de boucler les 100 derniers mètres de la course. C'est une courte ligne droite, d'ailleurs nous verrons déboucher seulement à 50 mètres de la ligne à peu près. Il souffre, il peine, mais il a gagné cette année à Morphine Avoria comme il avait gagné l'année dernière à Serre-Chevalier. Il réussit pour limiter l'écart en ligne qui après tout n'est pas si dangereux qu'il est. Il a échappé intelligemment et il avait pris son métier d'Edimer l'année dernière pour éviter un démarrage du Serre-Chevalier. Aujourd'hui, il gagne à Morphine Avoria. Nous avons suivi sa dernière ligne droite et nous retrouvons maintenant le quintet qui est lancé à la poursuite de Lucien Van Impe, puisque Lucien Van Impe il grimpe en danseuse derrière Lopez et Edimer qui est bien assis sur sa machine. Bernard Thévenet aussi a franchi la ligne d'arrivée. On voit le travail étonnant que fait Edimer, c'est peut-être plus efficace, mais la fin de la course à ce dernier kilomètre. Le dernier kilomètre n'est pas très pentu et il y a un démarrage, voilà, c'est parti, j'allais le dire, justement comme j'allais dire, Edimer va démarrer puisque la pente n'est pas très raide ici et c'est fait, ça s'est produit. Edimer a surpris Bernard Thévenet, lui a pris quelques longueurs exactement comme au sommet de... Alors voici l'arrivée d'un Edimer se relève maintenant pour voir l'arrivée de Lucien Van Impe. Le démarrage est raté, Edimer a tenté sa chance à diverses reprises, mais il n'y avait rien à faire aujourd'hui contre Bernard Thévenet qui est nettement le plus fort. Il n'y a rien à faire, c'est Lopez Carril qui remporte l'étape devant Lucien Van Impe qui va terminer deuxième avec top 2 minutes et 10 secondes de retard. Et nous retrouvons derrière le grand danseuse, le Edimer, maillot arc-en-ciel, Bernard Thévenet, maillot jaune, Bernard Thévenet qui est en 13e position. Raymond Delis, les trousses n'ont pas pu suivre. Pour Raymond Delis, c'est tout à fait normal puisqu'il n'y a rien à faire. Il n'y a plus que 800 mètres de l'étape devant Lucien Van Impe qui va terminer deuxième avec les top. Hablaban de una prueba exigente que nunca llegaron a ganar hombres como Luis Ocaña, Txomin Perurena o el mismísimo Tarangu. Por eso, el triunfo en 1977 de un ciclista de la tierra se convirtió en un hito. Se disputó ayer la segunda etapa reina de la 21ª Vuelta Ciclista a Asturias entre Llanes y Oviedo y con 160 kilómetros de recorrido. Nada más ponerse en marcha, saltaron del pelotón Martínez Heredia, Gandarias, Félix Suárez y Greciano, mientras la tranquilidad reinaba entre el numeroso grupo seguidor.
Ello permitió a los fugados distanciarse y hasta en ocasiones llegar a tener más de 3 minutos de avance sobre el resto, en el que los hombres fuertes del CAS y el TECA ejercían entre sí una fuerte vigilancia. Entre los fugados, Martínez Heredia, del equipo de Antón Barrutia, llevó sobre sus espaldas el peso de la escapada, buscando con sus demarrajes y tirones el rompimiento de la carrera. Y cuando ya se adivinaba la presencia de los dos colosos de la etapa, Manzaneda y Naranco, casi al mismo pie de la meta, el CAS jugó la baza de Vicente López Carril, reservón hasta el momento, para el que se había buscado la compañía de otro hombre fuerte, Nazábal, que le cubría las espaldas. Y así, en gran vencedor, Vicente López Carril entraba fresco y radiante en la cima del totémico monte obetense, en medio del delirio de los millares de aficionados que se concentraron en la cima. Golpe maestro el del CAS, que puede decidir la carrera, porque el equipo de Vitoria, al copo de todas las clasificaciones, tiene a sus mejores hombres colocados en los mejores puestos también y dispone de efectivos sobrados para responder a cualquier ataque. Así nos lo confirmaba Lassa, que al final de los tremendos 160 kilómetros expresó su desconsuelo por el mazazo del CAS al que ni su equipo ni los 4 restantes pudieron o supieron responder. Agua en abundancia fue la tónica climatológica para hacer honor a la región. Y el agua, los puertos y los continuos toboganes habrán hecho mella en algunos descolgados, que hoy se quedan en Oviedo renunciando al resto de la competición. La vuelta puede estar decidida ya, pero no es desdeñable la posibilidad de una reacción del santanderino equipo del TECA. Al final fue Vicente López Carril el que se levantó con el triunfo de la etapa y posiblemente el triunfo de la carrera, de toda la 21ª edición de la Vuelta Ciclista Asturias. ¿Puede significar esta victoria, Vicente, en el Naranco, ganar la Vuelta Ciclista Asturias 1977? Bueno, no, yo creo que hoy ha habido unas diferencias, pero la Vuelta todavía faltan 3 etapas muy duras y hasta el último día no se sabe lo que puede suceder. No obstante, creo que hoy hemos hecho ya una selección. Tengo posibilidades de ganar, si no soy yo, cualquier otro compañero, pero el triunfo todavía no, hasta el último día eso no se sabe. Parece que Vicente López Carril ha recuperado plenamente su forma. Bueno, plenamente no, sino me he encontrado bien y creo que lo que he sufrido en el Giro de Italia, pues ahora estoy cosechando los triunfos, los frutos, y esperemos que esto siga así. Que siga así. Enhorabuena a este asturiano de Candás, Vicente López Carril. Y la infantería que mandó por delante Antón Barrutia en la carrera fue Martínez Heredia, el hombre que rompió desde su salida de Llanes totalmente la carrera y que con 4 minutos que llegó a llevar al pelotón consiguió deshacer este. Martínez Heredia, ¿había órdenes de que todo fuese así? Bueno, había órdenes de que si nos encontrábamos adelante tiráramos con el que fuese ya para romper la carrera. Y después, el pasar los puertos, me parece que fueron 4 los que cruzaste en cabeza, ¿fue difícil, duros? Bueno, yo desde luego mi única misión era tirar adelante para sacar minutos, porque los tecas atrás iban castigando y efectivamente eso ha sido mi labor para luego un compañero ganar la etapa, como así ha sucedido. ¿Tiene el CAS la carrera ganada? Bueno, esto no se puede decir hasta el último día, tenemos muchas posibilidades ahora, pero no se puede decir hasta el último día. En estos momentos los corredores del CAS encabezan prácticamente todas las clasificaciones. Enhorabuena pues a la formación vitoriana por sus triunfos en la Vuelta Ciclista Asturias 1900.